Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Exécution de la loi de finances initiale 2025. Les recettes connaissent désormais une importante augmentation. Un engagement des autorités pour plus de ressources en faveur des investissements et des projets de développement. Mamadi Gassama sera dans ce journal. Des réformes se poursuivent également au ministère de l'Information et de la Communication. Ce sont des équipements de très haute qualité qui viennent d'être installés sur le site de Koloma. L'objectif est de faciliter l'accès au programme de la RTG. Nous ferons le point tout à l'heure avec Tierno Ousmane Diallo. C'est un soutien qui pourra faire du bien au championnat guinéen de football à Ligue 1. Les clubs bénéficient d'un important lot d'équipements sportifs. Un geste pour renforcer les conditions d'entraînement et pour accompagner le développement du football local. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par un décret. Décret D 2025-02-18 PRG-SGG portant nomination d'ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2018-025 AN, du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique. Vu la loi L 2019-0027 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État. Vu le décret D 2022-0581 PRG CNRD SGG du 13 décembre 2022 portant attribution et organisation du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Vu le décret D 2024-0044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2024-0051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2025-0101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement. Vu le décret D 2025-0139 PRG CNRD SGG du 29 juillet 2025 portant nomination des membres du gouvernement décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivants sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la mission de la République de Guinée auprès de l'Union européenne et auprès de la communauté européenne de l'énergie atomique, cumulativement à ses fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Royaume de Belgique, Madame Aïcha Nanette Conté, ancienne ministre. 2. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près l'État de Libye, Madame Massa Kaba, ancienne contrôleur général de la police. 3. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République gabonaise, Monsieur Daouda Souma, précédemment chargé d'affaires. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 novembre 2025, signé président Mamadi Doumbouya. Dans l'exécution de la loi de finances initiale 2025, d'importantes variations
Au niveau des recettes ont été constatées dans certains segments opérationnels. Elles sont passées de 38 000 milliards et quelques à plus de 43 000 milliards de francs guinéens. Une augmentation qui traduit l'engagement du gouvernement en termes de mobilisation des ressources afin de faire face aux besoins de développement du pays. L'ambition que les autorités affichent désormais de doter la Guinée d'infrastructures qui répondent aux aspirations des populations. Mamadi Gassama. Après examen des différents points en commission et en intercommission, la loi des finances rectificative est validée par le Conseil national de la transition. Les hypothèses macroéconomiques ont été sensiblement modifiées. Les dépenses publiques connaissent par exemple une augmentation en termes d'investissement. Nous allons assister à un niveau d'augmentation des dépenses publiques en des dépenses d'investissement. Nous quittons d'un ratio de 5,6% du PIB en matière de dépenses d'investissement pour un niveau de 7,5% du niveau des dépenses d'investissement. Ce qui dénote la volonté politique de l'État pour asseoir un investissement structurant en termes de construction d'infrastructures, notamment les constructions des routes, des pistes rurales et d'autres infrastructures essentielles pour une économie dynamique. Au titre de l'exercice 2026 également, le gouvernement entend maintenir la même dynamique à travers la consolidation des exigences d'infrastructures. Nous rentrons de plein pied dans la mise en œuvre de notre planification et développement, Vision Simandou 2040, qui est un cadre de référence et qui va exiger beaucoup d'éléments importants et dans la livraison des biens sociaux. C'est pour cela que les consolidations fiscales nous permettront d'avoir un espace budgétaire pour agresser toutes les difficultés d'ordre social en matière de construction d'infrastructures sociales, d'écoles, en matière de construction des hôpitaux et en matière de construction des infrastructures de connectivité entre les grands pôles de développement, les pôles de production agricoles, mais aussi les pôles de commercialisation. Plusieurs recommandations ont été faites par les conseillers nationaux. Le gouvernement a pris l'engagement de les prendre en compte dans le document de la future loi des finances initiale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de 2 nouvelles infrastructures sécuritaires à Conakry, la CMIS numéro 22 de Cimenterie et le commissariat central de Dapompa, des infrastructures à travers lesquelles le gouvernement poursuit sa stratégie d'équipement des forces de sécurité pour mieux protéger les populations et répondre aux nouveaux défis sécuritaires. Adi Kamara. C'est une dynamique impulsée par le président de la République et portée par le gouvernement. La compagnie mobile d'intervention et de sécurité, CMIS numéro 22 de la cimenterie et le commissariat central des polices de Dapompa sont inaugurés ce matin par le Premier ministre en présence des forces de défense et de sécurité, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités en Guinée. Les infrastructures sont mises en place en vue de renforcer la présence de l'État, améliorer la sécurité de la proximité et répondre aux besoins exprimés depuis plusieurs années par les habitants. Ce moment historique constitue pour nous une étape importante dans la mise en œuvre de la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, et soutenue avec conviction par le gouvernement. C'est-à-dire que renforcer l'autorité de l'État, protéger les populations et moderniser durablement les infrastructures de sécurité doit constituer une priorité. Aujourd'hui, cette vision se matérialise avec succès. Infrastructure après infrastructure, réforme après réforme au sein de notre ministère. Ce qui est fait ici aujourd'hui, c'est un engagement qui a été pris depuis des années et qui est en train de se matérialiser. C'est le lieu pour moi d'inviter nos concitoyens ici présents d'entretenir ces bijoux et de continuer à assurer leur rôle d'autorité de proximité pour aider nos forces de police et de sécurité. Ces infrastructures construites selon les standards requis en matière de sécurité disposent de bureaux opérationnels, d'espaces d'accueil adaptés
et d'outils permettant aux agents d'assurer un service efficace. Ces infrastructures auxquelles nous tenons à l'usage correct et efficient présentent les caractéristiques suivantes. Un bloc administratif d'un étage R+1 comprenant un bureau climatisé et meublé, dont un bureau du commandant, un bureau du commandant adjoint, une salle d'attente, un secrétariat, un bureau du chef des services généraux, un bureau du chef de parc, un bureau du chef matériel logistique, un bureau de la cellule pédagogique. Ce bâtiment moderne et fonctionnel est bien plus que du béton et de l'acier. Il est le symbole tangible de la volonté de l'État d'être présent au plus près des populations. Il est le poste de commandement d'où rayonnera l'action de femmes et d'hommes dévoués et le refuge vers lequel la population pourra tourner en toute confiance. Ce n'est qu'un maillon d'une vaste chaîne de réformes destinée à professionnaliser les forces de sécurité. Engagement réaffirmé par le Premier ministre qui a suivi la vision du chef de l'État dans le cadre du renforcement de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix dans le pays. Ce n'est pas des cadeaux qui sont offerts à la police. Dans le monde d'aujourd'hui, dans le contexte de notre région, avec l'explosion démographique, les changements en ce qui concerne les risques, il va de soi que moderniser la police, c'est préparer le pays, l'État, à assurer un de ses rôles majeurs, la sécurité publique. Merci, le travail continue. Les infrastructures sont là. Nous allons continuer à les inaugurer. L'année prochaine, nous allons passer à une autre étape en ce qui concerne la modernisation effective des services de police. Avec les révolutions technologiques, nous pouvons faire mieux et nous allons le faire pour assurer la sécurité sur l'ensemble de notre territoire national. Les attentes sont nombreuses, mais la confiance est déjà au rendez-vous. Les populations voient dans ces nouvelles réalisations un véritable souffle d'espoir en faveur d'une sécurité renforcée, moderne et accessible à tous. Nous allons prendre maintenant la direction de Kindia, la ville des agrumes, qui vient également de bénéficier de plusieurs centres de santé. Cette approche des autorités sanitaires vise à améliorer l'accès aux soins pour des populations à la base. Le coup d'envoi des travaux de réalisation de ces infrastructures est donné par le ministre de la Santé, Thierno Maroufba Mohamed Mpati Kamara. Dans la commune urbaine de Kindia, au quartier banlieue, un centre de santé urbain sortira bientôt de terre. Cette nouvelle infrastructure devra offrir des soins de proximité aux habitants du quartier et des zones environnantes. L'entreprise chargée des travaux dispose de 8 mois pour livrer l'ouvrage. La construction de ce centre de santé apportera un soulagement considérable à nos familles, nos enfants, nos femmes enceintes. Toujours à Kindia, dans le cadre de la construction de 50 centres de santé améliorés, la sous-préfecture de Frigabé bénéficiera d'un centre moderne dont l'achèvement est prévu dans 12 mois. À quelques kilomètres de là, la localité de Mambia sera aussi dotée d'un centre de santé amélioré, équipé avec toutes les commodités. Les premiers coups de pioche sont déjà visibles sur le terrain. Que vous puissiez avoir la santé, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez et quel que soit votre revenu en matière de finances. Et ces idées sont garanties par la nouvelle constitution que nous avons validée le 1 septembre dernier, qui dit en son article 22 que désormais la couverture sanitaire universelle est un droit pour tous les Guinéens et un devoir pour le gouvernement guinéen. Nous serons là pour suivre les travaux. Nous serons très exigeants à tous les niveaux pour que l'entrepreneur délivre exactement ce qu'il a promis, ce qu'il y a dans le cahier de charge. Nous y veillerons, et en termes de qualité et en termes de timing. Ce chantier sanitaire financé par le budget national traduit la volonté des autorités de rapprocher les soins des populations.
Le coup d'envoi des travaux de construction de 2 infrastructures essentielles vient également d'être donné à Dubreka. Le projet prévoit l'édification d'une école de 3 salles de classe ainsi que d'un siège administratif pour le secteur 4 du quartier Kenende. Un geste qui répond ainsi à des besoins prioritaires en matière d'éducation et de gouvernance locale. Nabi Kamara. Bientôt, de nouvelles infrastructures sociales dans la commune urbaine de Dubreka. Il s'agit d'un bâtiment flambant neuf qui va sortir des terres au plus tard dans 6 mois, devant servir de bureau pour les jeunes et les responsables du secteur 4 à Kenende Plateau, ainsi que d'une école de 3 classes dans le secteur 5 de la même localité. Samedi dernier, c'était la pose de la première pierre de ces 2 futurs édifices que les chefs des 2 secteurs ont décidé de réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan de développement dans le quartier Kenende à Dubreka. Quand j'ai constaté le manque criard de sièges pour notre bureau et la maison des jeunes de notre secteur, j'ai informé notre chef de quartier tout en lui demandant de nous aider à avoir un domaine dans ce sens. C'est ce qui fut fait. Voilà donc la parcelle qui nous a été donnée et c'est là qu'on va construire notre bâtiment qui va abriter ces différents bureaux des services de notre secteur. Notre ambition est de contribuer à la formation et à l'éducation des enfants de notre secteur, voire le quartier et la commune. Et pour cela, il faut des centres appropriés. C'est en cela que nous construisons cette école pour augmenter le nombre de classes pouvant abriter le plus grand nombre d'élèves. C'est l'autorité communale de Dubreka qui a présidé la cérémonie de lancement des travaux de ces infrastructures de base à Kenende Plateau, en présence naturellement de leur population. Je vois à Kenende, dans les 2 secteurs, Plateau 4 et Plateau 5, ils sont en concurrence. Et c'est des jeunes qui veulent le développement. C'est là, c'est le chemin que Mamadi Doumbouya a tracé. Le secteur Plateau 4 et Plateau 5 suit l'exemple de notre président. Dans les mois à venir, les autres secteurs de Kenende Plateau devraient connaître les mêmes réalités pour sortir de l'ornière cette partie de la commune urbaine du Dubreka. Dans l'actualité encore, sensibilisation pour plus d'implication de la société civile dans les efforts de promotion des énergies renouvelables en Guinée, des échanges qui ont permis de faire l'état des lieux et de dresser les perspectives et enjeux de la transition énergétique pour couvrir les innombrables besoins en milieu rural. Fodé Camara, Abakaroulare. En cette période de révolution numérique, comment promouvoir l'accès à l'électricité à un coût abordable? Cette question est la toile de fond de cette plateforme d'échange entre la société civile et les représentants de l'État. Au centre des réflexions, comment inscrire les énergies renouvelables au cœur des priorités des politiques publiques pour soulager les populations en milieu rural. Un des appels que nous avons et qui cadre bien avec la volonté de l'État, c'est de produire l'énergie renouvelable, c'est de développer l'accès à l'énergie renouvelable des communautés à la base, mais que ça soit non seulement de l'énergie propre, mais aussi que ça soit de l'énergie accessible aux communautés. Quels sont les projets déjà réalisés, les projets en cours de réalisation et qu'est-ce que nous attendons de l'autorité, des institutions pour l'aboutissement ou pour tendre vers la transition énergétique. Et de l'autre côté, nous allons aussi parler un peu de l'ANER. L'ANER, c'est l'Agence nationale des énergies renouvelables qui avait été créée d'après le décret 008 de 2023 qui n'a pas été opérationnel. Ces travaux ont permis de recenser les défis de réglementation et de gouvernance. Autre axe stratégique, renforcer les pistes de collaboration entre la société civile et les communautés à la base. Une façon de les aider à profiter des innombrables opportunités de valorisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Nous avons d'abord compris les potentialités énergétiques en Guinée. Nous avons également compris l'avantage de l'utilisation ou de l'implantation des énergies renouvelables en Guinée. Nous avons aussi partagé notre vision en termes de transition énergétique. Sous l'égide des autorités, déjà, l'agence guinéenne d'électrification rurale a lancé les études de faisabilité pour l'électrification rurale basée sur le solaire.
Une dynamique d'électrification décentralisée que le CICID, Centre du commerce international pour le développement, compte accompagner pour aider le gouvernement dans l'atteinte des objectifs de développement énergétique durable. Et voilà qui nous amène à cette rencontre de concertation et d'échange dans la sous-préfecture de Mafraya. Elle vise à renforcer la sauvegarde des acquis de développement prônés par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Cette initiative intervient à la suite de l'inauguration puis de l'ouverture du port minéralier de Morbaya. Au cours de la rencontre, les autorités ont réitéré leur soutien au président de la République pour la poursuite des projets de développement en cours dans notre pays. Compte rendu, Kerfala Presse Camara. Cette rencontre entre les populations et les autorités sous-préfectorales de Mafereya traduit leur volonté de protéger les acquis et leur engagement à accompagner les actions de paix et de développement impulsées par le président de la République, Mamadi Doumbouya. Les habitants saluent particulièrement les efforts consentis dans la construction d'infrastructures sociales essentielles, routes, écoles, hôpitaux, ainsi que les initiatives destinées à promouvoir l'emploi des jeunes. Le projet Simandou est là et nous sommes les impactés directs de ce projet. Nous demandons à Monsieur le Président de la République de doter la commune rurale de Mafraya d'un centre de formation professionnelle digne de nom. Également un centre de sport pour que cette jeunesse soit bien encadrée. À cette rencontre de sensibilisation, citoyens, autorités préfectorales et sous-préfectorales, tous mobilisés pour une prise de conscience dans la préservation des acquis de développement aujourd'hui visibles dans les localités de Mafraya. Avec tout ce que nous avons bénéficié de ce projet, les écoles, les postes de santé, les infrastructures routières, les centres NAFA, les projets communautaires, nous sommes prêts à pérenniser car ça y va dans l'intérêt de notre communauté. La jeunesse doit comprendre, l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. L'infrastructure pour construire, ce n'est pas facile, mais la maintenance, on a mis la route. C'est pour qui? C'est pour la population. Ce qu'on est en train de faire ici, le port, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est nous qui devons être la première cible sur le terrain pour sécuriser ces infrastructures. Une des preuves de ces acquis, c'est bien le port minéralier de Moribaya. Ce projet de grande envergure nationale permettra de favoriser des opportunités d'emploi pour les jeunes de Guinée, particulièrement ceux de Mafereya. Et pendant ce temps, je le disais tout à l'heure, au sommaire, au ministère de l'Information et de la Communication, des actions concrètes sont mises en place pour revaloriser les sites de diffusion sur le plateau de Koloma. Vous allez le voir tout à l'heure, des équipements de diffusion, de protection et d'alimentation énergétique sont installés. Le ministre Fana Souma met ainsi en œuvre un pan important de sa lettre de mission dans le but de faciliter un accès régulier des images et des sons de la RTG. Tchernos Mandialo. Depuis la nomination du ministre Fana Souma à la tête du ministère de l'Information et de la Communication, la relance et l'équipement des sites de diffusion ont été inscrits parmi les priorités avec pour enjeu de garantir une meilleure couverture du territoire national en télé et en radio. La réhabilitation des sites de diffusion s'accompagne d'une politique pour les rendre plus autonomes avec des sources d'énergie alternatives afin que rien n'entrave la diffusion en continu des programmes de la RTJ par exemple. Ce fut le cas notamment à Kakuma et plus récemment à Koloma où de nouveaux équipements de diffusion ont été installés à la grande satisfaction des responsables de la Direction nationale des services de diffusion. Monsieur le ministre, vraiment depuis qu'on est arrivé, il a pris tout le travail des sites de diffusion à bras le corps et ce qui était un peu rare puisqu'on est venu trouver vraiment beaucoup de lacunes, beaucoup de problèmes, mais par sa promptitude, tout va bien. Voilà, aujourd'hui, il nous a fait la surprise, il est venu sur les sites de diffusion. Chaque fois que nous signalons un problème, il se déplace, il vient, il regarde et puis il trouve une solution. À la Direction nationale des services de diffusion et sous le leadership du ministre Fana Souma, des investissements ont été également opérés pour faciliter l'accès à la RTG via de simples antennes TV ou encore à travers des freebox accessibles sur le marché et qui doivent un libre accès à de nombreuses chaînes dont la télévision nationale. Auparavant, RTG était payante. Maintenant, ce n'est plus ça. Il suffit d'avoir une bande centimètre et un récepteur digital. Une fois installé maintenant, tu mets la fréquence. La fréquence est simple, c'est 12 216
30 000 horizontales. Tu mémorises automatiquement, tu as la RTZ 1 et 2, la radio nationale et la RKS. Présentement, la population guinéenne peut capter gratuitement partout sur le territoire national à travers un récepteur satellitaire à bande KU. Vous avez non seulement la RTG 1, la RTG 2, la radio nationale et la RKS. Donc sans recourir à un distributeur d'images, donc c'est un effort collégial. Il faut vraiment qu'on remercie le ministre de l'Information et de la Communication. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République, Mamadi Doumbouya, d'offrir l'information publique à tout Guinéen partout sur le territoire national. Avec le programme Simandou 2040, le ministère de l'Information et de la Communication renforce le dispositif technique des structures de production et de diffusion. L'acquisition d'un nouveau quart de reportage s'inscrit dans cette dynamique pour moderniser les services, rendre les équipes plus opérationnelles sur le terrain et concrétiser la vision présidentielle en matière d'accès à l'information sur l'ensemble du territoire national. On reste encore au ministère de l'Information et de la Communication avec ce communiqué de l'Office guinéen de publicité, l'OGP, qui informe les acteurs du secteur de l'interdiction d'installer, de maintenir ou de diffuser toute forme de publicité dans ou à proximité immédiate des lieux de culte. Cette décision vise notamment à préserver le caractère sacré, moral et neutre des lieux de culte ou à éviter toute forme d'amalgame entre pratiques commerciales et espaces religieux. L'interdiction prend donc effet à compter de ce mercredi 19 novembre 2025, précise le communiqué. À l'enseignement supérieur maintenant, l'actualité est marquée par une session d'information consacrée au programme Erasmus+, un instrument majeur de coopération académique et de développement des compétences. Financé par l'Agence française de développement, ce programme ouvre de nouvelles perspectives de mobilité. Le ministre de l'Enseignement supérieur entend saisir pleinement cette opportunité pour renforcer la mobilité académique en Guinée. Mounir Bari. L'enseignement et la recherche demeurent au cœur de la transformation structurelle du pays. Erasmus+ réunit un réseau de 42 pays africains et européens dont la Guinée. Le programme est aujourd'hui l'un des plus ambitieux pour soutenir la formation, la mobilité des étudiants et l'innovation. Le ministère et ses partenaires, notamment l'Union européenne et l'AFD, avancent ensemble dans cette dynamique. La Guinée est éligible à ce programme. Elle peut faire plus, et notre objectif, en rencontrant une centaine de points focaux, Erasmus+, son but, c'est l'union des compétences, l'union des savoirs, et nous voulons le faire avec les Guinéens. C'est une session de formation extrêmement utile, permettant effectivement aux différentes parties prenantes, ça leur permet de mieux connaître le programme et connaître comment il faut soumissionner et comment avoir des partenaires européens, comment bénéficier pleinement de ce programme. Ce programme s'aligne sur les priorités du gouvernement, renforcer le capital humain, professionnaliser les formations, améliorer l'employabilité des jeunes et moderniser l'enseignement supérieur grâce à la co-construction des programmes. Il s'agit d'une opportunité stratégique pour moderniser nos universités, renforcer la formation professionnelle et ouvrir notre système d'enseignement supérieur aux standards internationaux. Le partenariat stratégique entre la Guinée et l'Union européenne ouvre de nombreuses opportunités. Mobilité académique, projets de renforcement des capacités et échanges d'expertise. Le ministère veut encourager les institutions d'enseignement supérieur à s'impliquer davantage dans les projets de formation de l'espace académique africain et européen. Et puis, l'ambassade d'Algérie a célébré le 71e anniversaire de la révolution algérienne. Une cérémonie marquée à Conakry par la présence de diplomates, de représentants du gouvernement guinéen et de la communauté algérienne. Entre hommages historiques, renforcement des relations bilatérales et messages du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, retour sur cette commémoration placée sous le signe de l'amitié et de la coopération avec Makemed Ozor. L'ambassade d'Algérie en Guinée a célébré le 71e anniversaire de la fête nationale algérienne. La cérémonie a réuni diplomates, représentants du gouvernement guinéen, partenaires et membres de la communauté algérienne. L'Algérie et la Guinée ont tissé, bien avant leur indépendance, d'excellents liens de fraternité et de solidarité
et le peuple algérien demeurera reconnaissant envers le peuple et le gouvernement du Guinée pour l'appui et l'aide apportée à notre glorieuse révolution de libération nationale. Puis-je vous assurer que la volonté politique est présente au sommet de l'État algérien afin de parvenir à cette finalité. Au-delà de la dimension historique, la soirée a permis de mettre en lumière les grands projets réalisés par l'Algérie, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de la formation professionnelle. Les liens unissant nos deux pays transcendent les simples relations bilatérales. Ils sont ancrés dans une fraternité de lutte, forgée par une histoire commune de résilience et nourrie des valeurs partagées de liberté, de justice et de panafricanisme. Aujourd'hui, nos deux nations poursuivent une coopération dense, dynamique et fraternelle, couvrant les domaines de la diplomatie, de la formation, de la santé, de l'énergie, de la sécurité ainsi que la concertation multilatérale. Un message manuscrit du président de la République, Mamadi Doumbouya, a été officiellement remis à l'ambassadeur, symbole d'une amitié tournée vers l'avenir. Pour les deux nations, cette 71e commémoration dépasse le cadre d'un simple anniversaire. Elle constitue à la fois un rappel de l'histoire, une célébration du présent et un engagement pour l'avenir. Un détour à présent par Belém, c'est au Brésil, pour parler, vous l'avez compris, de la COP30. Aux côtés des autres pays de la planète, la Guinée est représentée pour faire valoir sa position. Et justement, notre pays vient de passer son message sur ses efforts avant de lancer un appel à plus de mobilisation pour réduire le réchauffement climatique. On fait le point avec Mamadou Alpha Baldé. Pendant que les négociations se poursuivent entre les pays signataires de l'accord de Paris, les prises de parole des délégations aussi continuent à la tribune de la COP30 à Belém. Ici, devant des représentants venus des 4 coins de la planète, c'est l'ambassadeur de la Guinée au Brésil qui porte la voix du château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Face aux enjeux de l'heure, le diplomate guinéen revient sur les efforts nationaux de son pays. La Guinée a consenti de nouveaux efforts à atténuer ses émissions et adapter ses infrastructures à des mesures concrètes, dont entre autres la mise en service de nouveaux barrages hydroélectriques, la conception d'un instrument innovant de tarification de carbone dans le secteur minier, premier du Sahara en Afrique, l'adoption d'un décret interdisant les plastiques à usage unique et le développement de pratiques agricoles durables et résilientes au changement climatique. Alors que l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4% des émissions mondiales, elle reste pourtant l'un des continents les plus affectés par le réchauffement de la planète. 10 ans après l'accord de Paris, le monde, notamment les pays les plus industrialisés, doivent encore faire plus, même beaucoup plus, pour sauver la planète. Nous lançons un appel solennel à la solidarité internationale afin que les décisions de Belém traduisent une mobilisation complète pour la mise en œuvre du CDR et pour la protection des générations présentes. Du financement des pertes et préjudices jusqu'à la création de fonds innovants pour la restauration des terres, la marche pour un monde au climat équilibré semble encore longue. Retour en Guinée pour dire que les efforts s'intensifient à tous les niveaux pour améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est dans ce contexte que la deuxième enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages a été lancée. Elle va couvrir 51 localités du pays afin de collecter des données fiables, des données essentielles pour orienter des actions et projets de développement. Mamadou Saliouba, Youssouf Kamara. Derrière chaque ménage guinéen se cachent des réalités économiques, sociales et sanitaires encore méconnues, des réalités pourtant essentielles à la formulation des politiques de développement. Pour mieux cerner cet état de fait, la deuxième enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages est lancée. La deuxième enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, UACVM, constitue une des principales sources de données sur la pauvreté. Elle s'inscrit dans le cadre du cycle des enquêtes harmonisées
sur les conditions de vie des ménages, réalisé cette année dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, en Mauritanie et en Guinée. Dans le cadre de cette enquête, 81 agents seront déployés sur le terrain. Ils vont sillonner 51 localités pour collecter des données fiables destinées à orienter et façonner les grands projets de développement du pays. Le dispositif de suivi des politiques publiques pour améliorer les conditions de vie des ménages est essentiellement et généralement alimenté en informations statistiques à travers des opérations sur les conditions de vie des ménages. Il n'y a pas de planification sans données. Il n'y a pas de développement sans planification. Grâce à cette enquête, chaque donnée recueillie devient un outil précieux pour bâtir des politiques publiques plus justes et mieux adaptées au développement économique et social de la Guinée. On va parler maintenant de la lutte contre la traite des êtres humains, un engagement renouvelé aujourd'hui avec le lancement officiel de la phase 2 du programme d'appui à la réduction de la traite des personnes. Une cérémonie qui a réuni autorités et partenaires déterminés à renforcer la protection des victimes et à démanteler les réseaux criminels. L'initiative est soutenue par l'organisation guinéenne de lutte contre la migration irrégulière. Marwan Kamara. Dans cette salle, la mobilisation des acteurs impliqués dans la lutte contre la traite des personnes est totale. Après la première phase du programme d'appui à la réduction de la traite des personnes jugée encourageante, la seconde phase est aussi lancée. Une nouvelle étape pour l'organisation guinéenne de lutte contre la migration irrégulière qui promet d'aller loin. La phase 1 nous a permis d'identifier 70 victimes, réinsérer 82 personnes, et réorienter 52 mineurs, renforcer 22 ateliers et sensibiliser 71 881 personnes. Aujourd'hui, avec la phase 2, nous franchissons une nouvelle étape. Un projet qui dure pendant 3 ans avec un budget de 500 000 € et 400 000 € sollicités auprès de l'AFD. Dans ce volet accompagné par l'Agence française de développement AFD, l'on nourrit l'ambition de renforcer les mécanismes de prévention, améliorer la prise en charge des victimes et durcir la lutte contre les trafiquants. 200 personnes seront accompagnées pour sortir de la traite et reconstruire leur vie ainsi que celle de leur famille. 50 mineurs seront libérés de l'exploitation par le travail ou la mendicité et pourront prétendre à un avenir meilleur. Des activités génératrices de revenus seront mises en place pour permettre aux mères de famille de subvenir aux besoins, brisant ainsi le cycle de la vulnérabilité. Lorsque nous voyons les statistiques qui sont communiquées par le ministère des Affaires étrangères, par l'OIM, sur le nombre de migrants de retour en Guinée, c'est effrayant. Ce n'est pas le fait de s'expatrier qui pose problème, mais c'est la voie que nous empruntons, que nos enfants, que nos frères, que nos sœurs empruntent pour s'expatrier, c'est ce qui doit nous interpeller. Avec ce lancement, l'organisation guinéenne lutte contre la migration irrégulière compte donner un nouvel élan à la lutte contre ce phénomène, souvent visible, mais qui touche encore de nombreuses personnes, en particulier les plus vulnérables. Au même moment, le deuxième forum régional de promotion du Centre pour la consolidation de la paix sociale tient ses travaux à Conakry. Il s'agit de promouvoir l'importance de la paix à travers le monde. Les présidents des Croix-Rouges de plusieurs pays africains prennent part à ce rendez-vous. L'initiative du comité islamique du Croissant international en collaboration avec la Croix-Rouge et les Croissants rouges. Fatoumata Batouli Diallo et Marie-Simone Noël Tolno. Ils se fixent désormais comme mission promouvoir la paix et la stabilité dans le monde. Pour passer leur message, ces acteurs de paix se réunissent autour d'une organisation. Après le premier forum en 2023 en Irak, la Guinée abrite la deuxième édition du forum régional de promotion du Centre pour la consolidation de la paix sociale. Le monde humanitaire, en fait, c'est en crise pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'un forum comme ceci, les différentes sociétés nationales, le gouvernement et les autres partenaires régionaux et nationaux, c'est tellement important parce qu'il faut qu'on travaille ensemble, qu'on trouve des solutions ensemble et en fait qu'on partage aussi toutes les idées qu'on a. La Croix-Rouge guinéenne, en tant que partenaire stratégique, s'engage à contribuer activement aux réflexions et aux actions issues de ce forum, notamment à travers la promotion de la médiation communautaire
et du dialogue intergénérationnel. Pour pérenniser ces actions de paix sur le terrain, des présidents des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges de l'Irak, de Guinée, du Burkina Faso, du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Mali prennent part à ce rendez-vous. Cette rencontre est une opportunité précieuse d'échanger, de renforcer nos actions communes et de faire avancer ensemble la cause essentielle de la paix sociale. Ce forum va nous permettre non seulement de faire montrer l'expérience de la Guinée dans le domaine de la consolidation de la paix sociale, mais aussi nous allons bénéficier de l'expérience des autres. Cet événement, organisé par le Comité islamique du Croissant international en collaboration avec la Croix-Rouge et les Croissants-Rouges, vise à apporter leur soutien aux pays du monde entier pour un monde juste, uni et prospère. Promotion de vivre ensemble. Les membres du groupement des femmes pour l'émergence de la Guinée, COFEG, ont lancé officiellement leurs activités. Une forte délégation de sages est venue apporter son soutien à ce projet qui marque le départ d'un travail de terrain porté par les femmes pour rassembler les Guinéens. C'est au cœur de Amdalaï que le coup d'envoi de ces activités est donné. On fait le point avec Nabila Moussa Kamara et Ayassila. À Amdalaï, au rond-point, les femmes du groupement pour l'émergence de la Guinée, COFEG, lancent officiellement leurs activités. Objectif, promouvoir la paix et la cohésion sociale. Pour marquer leur engagement, l'ambassadeur de la paix, Elhadji Djerba Diaby, accompagné d'une forte délégation, vient apporter son soutien à cette initiative citoyenne. On est en train d'arriver à 70 ans d'indépendance. La Guinée est le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, il faut que les Guinéens sensent. Il faut que les Guinéens sensent que la politique n'est pas faite pour la population. La politique est faite pour les politiciens. Si la population ne sens pas, le pouvoir ne sensera pas. Pour une paix durable en Guinée, les ambassadeurs de la paix et les femmes de COFEG appellent à un changement de mentalité et à une prise de conscience collective. C'est pour la paix. Nous, les femmes guinéennes, on veut la paix. On est fatigués. Tout le temps, Hamdallah est toujours derrière. Mais nous, les femmes, maintenant, on est fatigués. Cette mobilisation des femmes de Amdalaï vise à sensibiliser la population sur les vertus morales et les stratégies nécessaires pour construire une paix durable. La rencontre s'achève par une prière collective conduite par Elhadji Djerba Diaby pour implorer la quiétude et la stabilité en Guinée. Ce sont des hommes, des femmes, parfois fragilisés par la maladie mentale, souvent livrés à eux-mêmes. Et c'est dans cette indifférence presque totale qu'une main se tend, celle de l'Alliance pour la protection et la promotion des droits des personnes souffrant de troubles mentaux. Dans la rue de Conakry, l'association offre à ces personnes assistance, réconfort et accompagnement. Une action humanitaire qui vise à garantir leur dignité et leur réinsertion sociale. Mousso Diakité. Dans les rues de Conakry, on croise souvent des personnes souffrant de troubles mentaux qui vivent dans des conditions précaires. C'est dans ce contexte que l'ONG APPDAM, Alliance pour la protection et la promotion des droits des personnes souffrant de troubles mentaux, à travers ce carnaval de la dignité, intervient pour offrir des vêtements, des repas équilibrés et une hygiène soignée afin de leur redonner espoir et préserver leur dignité. Nous voulons que l'État nous assiste dans tous les plans. Nous ne voulons plus voir les malades mentaux se promener dans la rue. Nous ne voulons plus maintenant que les malades mentaux mangent dans les poubelles. Nous ne voulons plus que les malades mentaux soient victimes, n'est-ce pas, des accidents de la circulation en République de Guinée. Grâce à des activités thérapeutiques et de soutien, ces personnes souffrant de troubles mentaux expriment leurs émotions et se sentent soutenues. C'est ma famille qui est là-bas. Oui. J'entends beaucoup. Et monsieur, comme ça, je suis dans la ville. Depuis 2012, l'ONG APPDAM œuvre pour améliorer la santé mentale et assurer les droits des malades mentaux dans le pays.
Dans le reste de l'actualité, Kankan vient d'accueillir la remise officielle des chèques du Fonds de développement économique local, le FODEL. Le montant s'élève à plus de 116 milliards de francs guinéens au compte de l'année 2023-2024. Une enveloppe destinée aux collectivités minières impactées des préfectures de Mandiana, Kouroussa et Dinguiraye. Le rendez-vous a mobilisé des ministres de l'administration du territoire et des mines en compagnie des responsables de l'ANAFIC. Diamo Kaba est notre correspondant sur place. Au sein des places fortes des exploitations minières à Mandiana, Kouroussa et Dinguiraye, le gouvernement renouvelle ses intentions pour appuyer les projets d'investissement des municipalités. Au gouvernorat de Kankan, les 3 préfectures minières de la région se donnent rendez-vous pour recevoir des chèques du Fonds de développement économique local. Cela signifie donner davantage de moyens et de responsabilités aux collectivités territoriales afin qu'elles puissent répondre efficacement aux besoins quotidiens des populations. Permettez-moi de réaffirmer solennellement ici que chaque franc du FODEL mis à la disposition de l'ANAFIC sera utilisé de manière efficace, conforme et traçable. Ce soutien de l'État en faveur des collectivités locales affirme la volonté politique dans le registre de la redistribution équitable des ressources nationales. Les départements des mines et de l'administration du territoire sont là pour honorer des engagements qui n'épargnent aucune localité minière du pays. Pour les préfectures minières de la région de Kankan et de Farana, les contributions des sociétés minières au titre des années jusqu'en 2023 sont de 116 milliards 684 millions 928 046 francs guinéens, dont 71 milliards 105 millions 637 502 pour le compte de la préfecture de Mandiana, 9 milliards 477 millions 719 609 pour la préfecture de Kouroussa, 36 milliards 101 millions 570 935 pour le compte de la préfecture de Dinguiraye. Il est prévu que ces ressources seront affectées par l'ANAFIC aux différentes collectivités locales conformément à l'arrêté du 1er juillet 2024, l'arrêté conjoint. Je m'engage ici solennellement que mon département, à travers l'ANAFIC, les autres directions et services techniques, veillera à accompagner et à suivre la mise en œuvre des projets financiers pour garantir leur pleine réussite et assurer leur pérennité. Ces montants vont améliorer la productivité agricole, faciliter la réalisation des infrastructures sociales de base et leurs équipements pour créer des emplois locaux. Des revenus sont à générer également pour le développement de l'économie locale afin de renforcer le capital humain. Le Rio Pongo, en fait, pour la 2e édition des Journées des Traditions. Cette manifestation est dédiée à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel et touristique de la préfecture de Bofa. Il s'agit en termes clairs de mettre en lumière les potentialités historiques de cette région et de garantir leur transmission aux générations futures. Mohamed Cherif Kamara. C'est le port de pêche de Bofa qui a accueilli cette année la 2e édition des Journées de tradition de la préfecture. Le lancement officiel de cette activité culturelle a suscité un réel engouement, marqué par une forte mobilisation des citoyens venus des différentes sous-préfectures de Bofa et de Boké. Après notre prise de fonction à Bofa, nous avons remarqué qu'il n'y a pas un événement annuel qui célèbre les traditions. Alors que Bofa est une ville culturellement riche et touristiquement riche. Donc nous avons décidé ensemble de créer un événement annuel pour faire montrer les merveilles dont dispose Bofa, qui ne soit pas uniquement que la bauxite. Pour faire découvrir les sites touristiques, les sites négriers et la riche culture de la préfecture de Bofa. Cette 2e édition a pour thème l'art et la culture dans le processus de refondation du Simandou 2040. Les citoyens de Bofa sont attachés à leur culture, ils sont attachés à leur tradition. Je me dois de féliciter Madame la directrice préfectorale de la culture de l'artisanat de Bofa pour son abnégation et elle mérite vraiment tout le soutien du département. En ces instants d'émotion que vous constaterez, permettez-moi, au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
de vous dire merci pour ce rappel de mémoire. Merci de nous faire revivre de nos cendres. Pendant 2 jours, des séances d'activités culturelles ont été organisées, courses de pirogues, prestations de groupes traditionnels et remise d'attestations à 70 filles formées à la saponification. Les participants ont également effectué une visite guidée des sites touristiques de la préfecture. De Bofa, on se rend à Boké, où plusieurs femmes leaders évoluant dans l'agriculture viennent de bénéficier d'une formation en technique de compostage. Durant 3 jours, ces femmes ont appris cette méthode qui favorise la protection de l'environnement et réduit substantiellement l'utilisation d'engrais chimiques au profit d'engrais naturels. Younoussa Tawel Kamara pour des explications. À Boké, nombreuses sont des femmes qui évoluent dans les activités maraîchères pour assurer leur autonomisation. Dans leur périmètre maraîcher, elles sont souvent confrontées à certaines difficultés, notamment l'infertilité du sol provoquée par les activités minières. Au cours de cette formation, qui regroupe les présidentes des groupements agricoles de la préfecture, il est question de renforcer leurs capacités en technique de compostage. C'est un plaisir pour nous d'être à Conakry, ici plus précisément à Boké, pour un programme de compost. Donc, on va essayer de faire ici une entreprise de compostage pour une agriculture très saine, afin que la population puisse avoir des alimentations qui sont très très saines, pour d'éviter des maladies et de leur permettre de garder beaucoup d'argent au niveau du compostage. Cette technique enseignée au groupement des femmes de Boké pourrait contribuer à l'enrichissement de leur périmètre maraîcher et d'accroître la productivité agricole. Ce projet est d'importance capitale. Dans l'ère du changement climatique, on a besoin de ces pratiques pour non seulement aider les communautés à multiplier leur productivité à travers les engrais naturels, parce que les engrais naturels, c'est ce qui est demandé. Et les produits issus de ces engrais, une qualité meilleure. Nous sommes contents de ce projet agricole qui est bénéfique pour les groupements des femmes de Boké. À travers cette formation, nous avons compris l'importance du compostage. Après cette formation, les bénéficiaires comptent mettre en pratique les enseignements reçus durant ces 3 jours en technique de compostage, tout en réduisant l'usage d'engrais chimiques au profit des engrais organiques. Une mission conjointe à AFD et le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée est en visite de terrain. C'est pour évaluer les appuis à l'École nationale d'agriculture et d'élevage de Koba. C'est là que des cadres sont formés pour dispenser des modules dédiés à la valorisation de la volaille. On fait le point avec Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. C'est une mission conjointe Agence française de développement AFD et projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée, PEFAG. La délégation est à l'École nationale d'agriculture et d'élevage de Koba. Ici, comme dans les 3 autres ENAE du pays, le projet a formé des cadres qui seront chargés de dispenser des modules dédiés à la qualification de la filière avicole. Il y a 4 modules qui ont été identifiés et dispensés aux différents formateurs. Un module sur la santé animale, un module sur l'habitat, un autre module sur l'alimentation des volailles et un dernier module sur la gestion technico-économique des exploitations. Donc à présent, nous sommes vers la fin de cette formation des formateurs. Les discussions qu'on a eues étaient très, très intéressantes et montrent en fait qu'il faut qu'on réfléchisse plus encore à voir comment est-ce qu'on peut adapter les formations aux territoires sur lesquels elles sont dispensées. On est ici dans une zone où il y a de l'aviculture, mais il y a aussi de la riziculture, il y a aussi un certain nombre d'autres spéculations et les cursus étant nationaux ne sont pas forcément adaptés. Le projet financé par l'AFD a aussi appuyé des vétérinaires privés, comme ici au Carrefour Tercet. Dans mon activité là, j'ai pu avoir une moto et puis avoir le cabinet et tout ça là, et installer le cabinet. Et je compte que j'ai d'autres activités pour bien améliorer mon cabinet. Puis, cet autre cabinet situé à Kagbélé a aussi bénéficié du même accompagnement. Avec ces initiatives, les autorités sont déterminées à aller vers un secteur d'élevage durable et résilient, garantissant la santé publique.
C'est un ouvrage dédié à la préservation de la biodiversité. Ce guide pratique signé par Dr Dionga Doré au cadre au ministère de l'Environnement vient enrichir la documentation nationale sur la protection de la nature. Il rappelle surtout que la sauvegarde de notre environnement demeure une priorité essentielle pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Retour sur la cérémonie de dédicace du livre avec Moussa Bangoa. L'éthique environnementale en Guinée. Comprendre pour mieux protéger la nature. C'est le titre de cet ouvrage. Une signature de Dr Dionga Doré, directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement au ministère de l'Environnement. Dans ce livre, l'auteur met en lumière les relations face à la nature et les défis du monde actuel, la lutte contre la pollution, la déforestation et le changement climatique. Dans cet ouvrage, j'invite tous les citoyens à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre environnement. Et si nous détruisons cet environnement, où allons-nous? Qu'allons-nous faire pour nos frères? Qu'allons-nous faire pour nos eaux? Qu'allons-nous faire pour nos montagnes? Qu'allons-nous faire pour cette nature? Et ce livre nous donne l'attitude de prendre soin de notre environnement. Parents, amis, collaborateurs et hommes de culture étaient tous mobilisés à la dédicace de ce livre qui servira désormais de guide pratique pour les utilisateurs. C'est quelque chose de très encourageant pour nous, des doyens dans ce domaine. J'encourage tous les jeunes qui feront de cet ouvrage un véritable guide pour l'action. L'action dans le sens de la protection du climat. Il faudrait que les cadres, techniciens et les chercheurs continuent de produire des ouvrages qui peuvent être utilisés par la postérité. Ça a des éléments d'information, mais ça donne aussi des outils qui peuvent être utilisés et pour mieux gérer notre environnement. Avec 169 pages et 7 chapitres, ce livre est édité par l'Armatan Guinée. Pour une meilleure compréhension des contours de cet outil d'éducation environnementale, des conférences-débats seront bientôt organisées dans les institutions d'enseignement supérieur. Un mot de sport avec, je le disais également, au sommaire, les 14 clubs de Ligue 1 de football professionnel qui viennent d'être dotés en jeux de maillot et autres accessoires de sport. Au cœur de cette opération d'envergure, le groupe Guicopress, à travers son PDG Kerfala Kamara, une contribution significative destinée à soutenir le football qui passionne tant dans notre pays. C'est un reportage d'Abakar Junior Kamara. Les 14 clubs de Ligue 1 Guicopress Guinée viennent d'être dotés d'un jeu de maillot. C'est le don du groupe Guicopress qui vise à moderniser et à professionnaliser le football guinéen. C'est ici, au siège de la Fédération guinéenne de football, que la remise est faite devant les acteurs. J'espère que ces équipements que nous offrons aujourd'hui pourront considérablement améliorer l'organisation des différents matchs à travers la Ligue professionnelle de Guinée. Nous accompagnons le football depuis quelques années déjà. Donc aujourd'hui, voir que nous avons pu participer à ce que l'ensemble des équipes qui disputent le championnat de Ligue 1 soient dotées de beaux maillots à leur couleur sous l'égide de la Ligue professionnelle de football. Le don est composé de plusieurs articles qui rentrent dans le déroulement d'un match de football. Les jeux de maillot, les sifflets, des panneaux électroniques et autres articles. Ces équipements destinés aux clubs permettront à nos équipes d'atteindre les meilleures performances. À nos partenaires de Guicopress, toute notre profonde reconnaissance que cette collaboration continue de porter ses fruits dans un esprit de loyauté et d'ambition partagée. J'appellerai simplement les clubs à respecter leur engagement puisque nous avons dit que c'est la Ligue 1 Guicopress et tous les clubs doivent redorer ce maillot. Et avec Guicopress sur la poitrine, ça c'est une obligation pour le club, c'est signé pour ça. Nous allons accompagner cet esprit parce que qui dit sponsoring demande la visibilité. À travers ce geste, le groupe Guicopress renforce son partenariat avec la Ligue 1 du football guinéen qu'il sponsorise depuis plusieurs années. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve en fin de semaine pour les actualités de la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.